Bonjour, merci de nous retrouver sur la chaîne Sortir de la roue du hamster par l'énéagramme. Aujourd'hui, 4e épisode, nous allons revenir sur le cas Schindler pour étudier exactement comment ça se passe entre l'intégration du type et la désintégration du type. Et par type, j'entends l'énéatype. Notre énéatype, il faut le concevoir comme un exosquelette, une espèce de monture, un peu le cheval en métal de la cérémonie d'ouverture des JO, qui peut à la fois nous mener vers notre félicité, notre épanouissement, précieux sentiment de sécurité qui va faire qu'on va pouvoir s'épanouir, ou tout aussi bien ayant la capacité de nous amener au désastre et à la chute. Donc, quel que soit notre énéatype, nous avons ce double effet de notre structure d'énéatype. Donc nous avons, en tant qu'individu conscient, nous avons toujours à surveiller cet équilibre très délicat entre la face lumineuse de la force et la face noire de la force. Et nous chevauchons tous un véhicule de ce type. Donc en clair, notre véhicule, notre énéatype, doit être conduit en conscience et non pas nous conduire systématiquement. Donc Oskar Schindler, au début du film, est présenté comme un 3 qui est comblé. Alors qu'est-ce que c'est un 3? Je ne vais absolument pas faire un épisode par énéatype. C'est très bien, excusez-moi de mon manque de modestie, c'est très bien décrit dans mon ouvrage La roue du hamster. Donc le but de ces épisodes, c'est d'être transversal, de battre des thématiques et de voir en quoi l'énéagramme éclaire ces thématiques. Donc aujourd'hui, c'est la frontière délicate entre l'altruisme narcissique et l'altruisme intègre, purement altruiste. Et donc Schindler est un 3, le 3 c'est le battant, je vais vous le résumer en une seule caractéristique. Il a besoin pour se sentir en sécurité de se faire valider par des éléments de réussite extérieure, et par des éléments extérieurs, par l'argent, par la renommée, par l'estime de la profession, par des étoiles pour un restaurateur, des bons commentaires, par les Césars pour un acteur, par la publication de best-sellers pour un écrivain. Tous ces éléments qui sont extérieurs à lui, parce qu'il y a des écrivains excellents qui ne sont pas forcément des vendeurs de best-sellers, il y a des très bons comédiens qui ne gagnent pas les Césars, mais si vous êtes 3, vous avez absolument besoin, on en a tous besoin, mais pour le 3 c'est vital, vous avez besoin de ces éléments de validation extérieure pour vous sentir bien. Donc la phrase « si à 50 ans tu n'as pas une Rolex, tu as gâché ta vie », c'est typiquement une phrase de toute la naïveté d'un 3 qui imagine que ça peut être validé et que t'as pas d'argent si t'as pas une Rolex, c'est t'as raté ta vie. Donc c'est l'aune de la valeur de sa vie, de son passage sur Terre, il ne peut être validé que par une Rolex. Vous voyez un peu l'absurdité, c'est bien d'être caricatural parce qu'on comprend mieux. Donc Schindler, il a tout, il a les meilleures soieries pour ses costumes, il a une notoriété qui le fait rentrer dans tous les milieux, y compris les plus surveillés. C'est comme ça qu'il va fréquenter un nazi terrifiant dont on va reparler. Et donc, à ce moment-là, il peut passer à autre chose. Dans ce contexte de reconnaissance sociale à tous les niveaux, Schindler va être amené à fréquenter ce nazi terrifiant qui est incarné par Ralph Fiennes avec brio, avec une crédibilité extraordinaire, et qui incarne le personnage d'Amon Göth. Et Amon Göth, je le prononce peut-être très mal, hein, excusez-moi, son dada, c'est de tuer du juif. Apparaît là l'image de la petite fille avec son manteau rouge qui jaillit de la masse en noir et blanc, de cette masse condamnée qui en soi, par son effet justement de masse, nous fait frémir, mais n'interpelle pas forcément en nous toute l'humanité. C'est une vie, c'est un individu, c'est une sensibilité, et là, toute notre humanité est convoquée. À un moment donné, il y a une première scène, une première prise de conscience, où Schindler va basculer du 3 à son aile 2.
il va devenir un altruiste. Mais c'est tout un cheminement. Il y a une scène qui est très importante où tous les deux sont assis confortablement au départ d'une gare, au soleil, vêtus de beaux costumes, et ils ont une discussion que je qualifierais presque de mondaine, alors qu'ils sont face au train de la mort qui patiente sous un soleil de plomb. Et il y a un déclic qui se fait dans la conscience de Oskar Schindler, c'est la chaleur est atroce, les wagons ne bougent pas, ils sont en train de... Il commence à questionner son compagnon quelque part, c'est pas vraiment un ami, c'est quelqu'un qu'il fréquente. Il commence à questionner Amon Göth au sujet de la destination de ses trains. Et il y a quelque chose qui se passe, c'est un premier grand déclic de conscience. Il s'empare d'un tuyau d'arrosage, il fait ouvrir l'eau et il se précipite pour arroser tous les wagons et il essaie de faire passer de l'eau à travers les espèces de meurtrières de camions, de wagons à bestiaux qu'il y a dans ces trains abominables. Et donc, sa prise de conscience débouche sur une action qui n'est pas du tout évidente vu les gens qui sont autour de lui. C'est une première marche dans le sauvetage des 1200 vies qui va s'en suivre. À ce moment-là, le cigare, le confort, les vêtements, tous ces trophées de réassurance vont s'éloigner, ne plus être au premier plan de sa conscience, mais passer en deuxième plan, et c'est le plan de l'humanité qui va se rapprocher de lui. À partir de là, il va rentrer en résistance contre l'horreur de la déportation progressivement, mais assez vite quand même, et avec l'aide précieuse de son comptable, interprété, dont, pardonnez-moi, j'ai oublié le nom, mais qui est interprété par Ben Kingsley, et il va apprendre quelque part à sauver toutes les vies qu'il pourra. Donc dans ce processus extrêmement important, il y a une autre scène avec Amon Göth, qui a l'habitude de faire du tir au pigeon d'argile sur des êtres humains. C'est-à-dire que là, il s'agit clairement d'un pervers narcissique. Il voit cette action comme un jeu sans conséquence. Il ne voit pas les êtres humains sur lesquels il tire comme des êtres sensibles et uniques. Il n'a rien de personnel contre eux. Il ne les connaît même pas. Mais il va s'amuser comme à un jeu vidéo aujourd'hui, qui n'entraîne pas de conséquences, mais juste le plaisir de faire un shoot. Et donc Schindler intervient et il lui dit cette phrase superbe, le vrai pouvoir, parce qu'il a compris à ce stade qu'il s'agit d'une question de pouvoir, de l'ivresse du pouvoir, et il lui dit le vrai pouvoir, c'est aussi d'épargner une vie. Ouais, nous avons ce foutu pouvoir de tuer, c'est pour ça qu'ils nous craignent. Ils nous craignent parce que nous avons le pouvoir de tuer arbitrairement. Un homme commet un crime, il n'aurait pas dû, nous le faisons tuer, et après ça, nous nous sentons bien. Ou nous le tuons nous-mêmes et nous nous sentons encore mieux. Ce n'est pas le pouvoir, pourtant. C'est la justice. C'est différent du pouvoir. Le pouvoir, c'est lorsqu'on a toutes les raisons de tuer et qu'on ne le fait pas. Vous croyez que c'est le pouvoir? C'est celui qu'avaient les empereurs. Et il essaie de convaincre Amon Göth, non pas par des arguments d'humanité, puisqu'il n'y a pas de répondant, il n'y a pas de représentation symbolique dans la conscience d'Amon Göth sur ce chapitre, mais il a compris que c'est sur le chapitre du pouvoir qu'il va pouvoir négocier. Donc il essaie très habilement de le convertir à l'humanisme par son péché mignon, le pouvoir de la toute-puissance. Toute-puissance que lui-même, en tant que deux, il a touché du doigt en agissant en deux. Donc il a compris le niveau ultime et vertigineux du pouvoir du sauveur, du pouvoir au service du bien, qui procure de la même manière, mais au service de toute autre chose, ivresse, plénitude, sentiment de plein pouvoir. Donc par rapport à notre angoisse de sécurité, de perte de sécurité, notre angoisse universelle, vous imaginez que sauver une vie, il n'y a pas
plus vertigineuse antidote. Donc à ce stade, il y a 2 options possibles pour un 2 qui en est à ce point-là de l'exercice du sauveur, du pouvoir du sauveur. Donc c'est à ce moment-là qu'on va bien distinguer déjà, où je vais pouvoir vous dire, moi, en mon âme et conscience, est-ce que Oskar Schindler est un sauveur intègre, est un aidant intègre, est un altruiste intègre, ou est-ce qu'il cède au délire de la toute-puissance? Alors quand on est en intégration, sauver une vie et en être heureux de sauver une vie, c'est complètement légitime et ça arrive presque systématiquement. On est en intégration. Ah, c'est ça. Et Wolf. Combien 600. Plus. Vous pouvez faire la même chose que moi, et peut-être même y gagner de l'argent. Je ne sais pas. Allons, Julius. Je sais que les suppléments en nature que vous leur donnez sont payés de votre poche. Si nous liguons nos efforts, nous pourrions sortir de là 4000 prisonniers, les miens, les vôtres, et les réinstaller dans un endroit plus sûr en Moravie. Quand on veut sauver une vie pour panser une blessure narcissique, alors je vais refaire un petit focus là sur la blessure narcissique primaire, la fameuse BNP, on emprunte déjà le chemin de désintégration qui sécrète une spirale ascendante vers la toute-puissance démiurge, c'est-à-dire qu'on peut se prendre pour Dieu. Et donc là, on rentre dans l'altruisme narcissique, le narcissisme grandiose. Et donc, on est évidemment en désintégration. Alors, ces fameuses blessures narcissiques primaires, qui sont les BNP, dont on a tous l'empreinte, ce sont des béances, plus ou moins grandes, qui sont très anciennes, archaïques, donc très, très agissantes sur nos choix de vie, sur nos compulsions de répétition, bien évidemment, mais sur tous nos choix de vie, sur notre être. Et chez un narcissique, les blessures narcissiques primaires ont été très très mal soignées, elles n'ont pas du tout été soignées, elles n'ont souvent pas été conscientisées. Et ces blessures, elles sécrètent, elles engendrent un besoin impérieux d'être comblées, elles ne peuvent pas rester béantes. Et c'est ça qui va faire que on va avoir des structures narcissiques, mais on va avoir plein dans l'énéagramme, dans les 9 énéatypes maîtres de l'énéagramme, on va rencontrer des blessures narcissiques qui auront été comblées de manière très très différente. Mais chez le narcissique et aussi chez l'altruiste, il y a un besoin absolument vital de combler ces béances. Donc l'énéatype nous donne une solution dans tous les cas. Mais les combler de manière de plus en plus compulsive, ça nous amène fatalement en désintégration narcissique. Donc c'est pour ça qu'il fallait rappeler un petit peu ce que c'était. Donc quand nous rencontrons la toute-puissance, qu'elle soit du côté noir de la force ou du côté lumineux de la force, dans les 2 cas, il y a le danger de ne plus se supporter soi-même qu'en divinité toute puissante. Donc, qu'en sauveur héroïque, et courir après ce shoot, parce que c'est un shoot merveilleux qui, à ce moment-là, c'est complètement, on est en exaltation, et exit la fameuse peur la peur de l'abandon, bien sûr, et la peur de la perte de sécurité. On est tellement en sécurité qu'on la donne et qu'on sauve une vie. Et le danger, c'est que ça soit tellement exaltant qu'on ne puisse plus soi-même se supporter que dans cette posture. Donc, quand Schindler, il sauve 1200 vies, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va suivre la voie de la désintégration et se retrouver dans un pendant positif, mais un peu dans la même spirale que son mnésis, c'est-à-dire son anti-modèle qui est Amangut, ou est-ce qu'il va suivre une voie d'intégration tout en continuant de vouloir aider? Et je me pose cette question parce qu'il faut se la poser à chaque fois. Est-ce que dans mon type, je pars en intégration ou en désintégration? Et la réponse à cette question, la réponse honnête,
et non pas romantique, mais la réponse documentée à cette question, elle se trouve dans la scène du regret. J'aurais pu en sauver plus. J'aurais pu en sauver plus. Je ne sais pas, j'aurais pu en sauver plus. Vous vous souvenez qu'à un moment donné, il considère donc les dépenses qu'il aurait, quand son comptable lui annonce, ça a fait 1200 vies, il dit mais enfin, mais il en reste plein, il y en a plein qui sont morts. Donc il fait un décompte en creux, qui n'est pas du tout favorable à son ego. Et il a cette conscience du 2 qui juge le 3 qu'il était avant, qui aurait pu sauver des vies, mais qui est resté à s'acheter des trophées de réussite. J'ai tellement gaspillé d'argent. Vous n'avez pas idée. Si j'avais pu... Il va y avoir des générations grâce à ce que vous avez fait. Je n'en ai pas fait assez. Vous avez fait tellement. Et là, il se juge lui-même et il se dit, mais ça représentait ça c'est complètement dérisoire et ça aurait pu sauver 2, 3 vies. Goethe m'aurait acheté cette voiture. Pourquoi j'ai gardé cette voiture? 10 personnes avec ça. 10 personnes. C'est un signe. 2 personnes. C'est de l'or. 2 personnes de plus. Il m'en aurait donné 2 pour ça. Au moins une. Il m'en aurait donné au moins une de plus. Et cette vertigineuse prise de conscience le rend très malheureux. Il se remet en question, donc forcément, il n'est pas en désintégration. Quelqu'un qui se remet en question, même s'il a toutes les raisons d'être satisfait de lui, s'il avait été en désintégration, il aurait dit « Ah ouais, mais quand même, j'ai sauvé 1200 vies. J'ai fait un beau palmarès quand même. Je pouvais me permettre ça. » En fait, non. Et il regarde ce qu'il aurait pu faire s'il avait été 2 depuis le début. Et donc, il n'est plus du tout dans un constat statistique. Il est dans un constat où chaque vie est un but en soi, où chaque vie compte. Parce que désormais, il s'est converti à la religion du 2. Exactement comme on peut se convertir à l'aune de circonstances exceptionnelles. Et quand il dit combien de vies qui auraient été massacrées, 2, 3, peut-être plus, à chaque fois il prend quelque chose, il dit voilà, ça représente ça. On est dans l'humanité, on est dans chaque vie est un but en soi. On travaille sur le 2, puisqu'on est tous d'accord qu'à ce moment-là, Schindler est devenu un 2, un sauveur, un aidant, un altruiste. Donc, pour le 2 en intégration, sauver, aider, c'est un acte d'amour, on est bien d'accord, mais c'est un acte d'amour inconditionnel. Il le fait pour l'autre, il ne le fait pas pour lui. On est bien d'accord que quand on fait ça, on est content parce qu'on a comblé les besoins d'un autre au lieu de... Voilà. Mais comme lui, ses besoins en plus ont été comblés en tant que 3, je vous ai dit c'était un 3 comblé, donc il n'a plus besoin d'agir en creux parce que ses besoins n'ont pas été comblés, il va quelque part se distraire en comblant les besoins de l'autre. Il ne s'agit pas de ça, parce qu'il est parti déjà de haut, d'une situation où il n'était pas en manque. Donc, il va poser des actes d'amour inconditionnels et choisis. Je vous ai dit, il est passé par des étapes. L'arrosage des wagons, le fait d'essayer de convertir Amon Goeth à trouver la toute-puissance autrement, par la face lumineuse. Et ensuite, il a choisi de se mettre quelque part, franchement, en danger aussi. Il a choisi de consacrer sa fortune à sauver des vies. Donc, on n'est pas dans la compulsivité. Le 2 en désintégration
Pour lui, il va sauver et aider, ça sera un acte d'amour conditionné à une attente, à un résultat pour soi qui ne sera pas forcément conscient, mais il sera conditionné. Et il sera donc compulsif, il sera systématique, il sera non choisi. Et donc, pour le 2 en désintégration, une vie sauvée, c'est un moyen d'obtenir quelque chose, et que moi j'appelle un trophée. Et dans le cas Schindler, pour un 2 en intégration, ce qu'est Oskar Schindler, une vie sauvée, c'est un but en soi. On est toujours dans l'inconditionnel. Le bonheur de l'autre, c'est une satisfaction en soi. Alors que chez le 2 en désintégration, le bonheur de l'autre, c'est un investissement pour nourrir l'ego. Parce que ça apporte l'aide apportée, ça creuse la dette de l'autre. Donc il va être dépendant de nous, donc on ne sera pas abandonné, donc on sera en sécurité. Ça va nourrir la dépendance, toujours dans le même but. Ça va instaurer de la fusion aussi. Parce que toi, c'est moi, si je t'aide toi, je m'aide moi, ça sera un bouchi-boulga, qui pourra être vertueux, hein, mais à un moment donné, ça va vraiment exploser. Donc la posture aidant-aider, quand on est un 2 en intégration, c'est interchangeable. Aujourd'hui, je t'aide, demain, tu m'aideras et je l'accepterai. C'est pas « je détiens cette posture » qui est celle de la toute-puissance. Alors que dans le 2 en désintégration, clairement, je vous rappelle les exemples que je vous avais donnés comme dans Misery, l'aidant domine l'aidé et parfois détient sa vie entre ses mains. Donc dans le 2 en intégration, l'aide est horizontale. Je t'aide, mais ce n'est pas pour ça que tu es en dessous de moi. Quand il s'agit d'un 2 en désintégration, quand le 2 rentre en désintégration, la posture n'est pas interchangeable, elle est verticale. Je t'aide. Voilà. C'est vraiment un schéma très clair de la distinction du même type en intégration et en désintégration. Et à propos de la posture sauver, sauveur, ou plus raisonnablement aidant, aider, mais quand on arrive vraiment au niveau du sauveur, on remet sa vie entre les mains de quelqu'un, et ne pas oublier cette chose fondamentale, que quand on remet sa vie entre les mains de quelqu'un, ça peut être la posture, quelque part, c'est quand on passe un examen et qu'on l'a passé 3 fois, qu'on a très peur, l'étudiant se dit « est-ce qu'il va me donner mon diplôme ?» D'une certaine manière, symboliquement, on remet notre vie entre les mains de l'examinateur, mais ça peut être aussi, on a une maladie terrible, on rencontre un ponte de la chirurgie, ça va être notre sauveur, ça va être celui qui va nous donner le droit de vivre, de continuer de vivre. Et ça peut être aussi dans les relations amoureuses un peu portées à un niveau fusionnel dangereux. Quand vous remettez votre vie dans les mains de quelqu'un, vous lui offrez la toute-puissance. Et la toute-puissance, c'est celle de vous la donner ou de vous l'ôter. Donc, ce n'est pas léger du tout. Faites très attention à ce qui risque de se passer ensuite. Je pense que moi j'ai une approche de l'énéagramme qui est bien au-delà du test psycho de l'été, parce qu'il s'agit de problèmes très archaïques, de dynamiques très archaïques, et qui touchent très souvent la vie et la mort. Donc ça vaut vraiment le coup de s'y pencher, selon moi. Et donc, l'antidote à la désintégration, c'est toujours l'inconditionnel, c'est-à-dire se poser la question, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est inconditionnel? Ça veut dire, est-ce que j'attends quelque chose qui est vital pour moi? Auquel cas, ça peut très bien arriver, c'est un cas de figure qui nous arrive tous, mais que ça soit bien clair et net dans notre champ de conscience, dans notre champ de vision. Et quand on aide, ou quand on fait quoi que ce soit avec autrui, est-ce que c'est inconditionnel, c'est-à-dire je le fais parce que je dois le faire, parce que c'est bien, parce que c'est juste,
Ou est-ce que je le fais parce que du coup, je vais être intégré là, je vais ceci, je vais cela. Se poser cette question, c'est une boussole, c'est une antidote pour ne pas partir en désintégration. Parce que si la réponse est « je le fais pour obtenir ça », il faut être bien clair que ça ne doit pas être une question de vie ou de mort. Si je l'intègre, si je récolte ça, tant mieux. Et sinon, j'aurais fait ça, c'est quelque chose de bien de toute façon. Et donc, pour dire les choses clairement, la limite entre l'intégration et la désintégration, entre la face noire ou la face obscure ou la face lumineuse de la force, c'est toujours l'ego. Si l'ego se sert de l'élan sacré ici, aujourd'hui, de l'aide, du sauvetage d'une vie, pour s'amplifier, pour se boursoufler, on va forcément, mécaniquement, vers la désintégration. Si l'ego reste à sa place, mais sent bien quand même de tenir ce rôle qui est sympa, des dents efficaces, mais sans en demander toujours plus, sans verser dans l'addiction, on est en intégration. Et là, le toujours plus d'Oskar Schindler, c'est pas « ah là là, je voulais un score meilleur ». Il y a quand même des vies qui sont restées dans les camps. Il y a des vies qui sont restées dans les wagons de la mort. C'est ça, et ça c'est pour l'autre, il se projette dans l'autre, il ne se projette pas dans lui. Ça aurait été mieux de sauver 1300 vies que 1200. Donc il n'est pas en désintégration. J'aurais vraiment insisté lourdement là-dessus. Donc l'antidote, c'est l'inconditionnel, c'est aussi ce qui ramène l'ego dans sa juste mesure. Et ça, c'est facile comme questionnement. Maintenant, je vais vous offrir un petit bonus. Alors le bonus, ça concerne plus les aidants de tous les jours. Ce n'est pas dans le côté totalement exceptionnel et tragique et historique dont on s'est occupé aujourd'hui. Mais pour tous les gens qui aident presque compulsivement, « Tiens, tu pourrais faire ça pour moi ?» Oui, bien sûr. Il y a une phrase qui va aussi vous servir d'antidote pour ne pas vous déliter dans l'aide et pour qu'elle ne soit pas systématique mais choisie et conscientisée. Et je vous rappelle que ça concerne les 2, les 6 et les 9, qui sont les grands aidants de l'énéagramme. Quand on vous demande de l'aide, vous devez, à chaque fois, qu'elle soit minime ou grandiose, vous poser cette question. 1. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est dans mes cordes? Est-ce que c'est quelque chose que je peux réaliser? 2. Et ne jamais oublier ce deuxième élément, est-ce que c'est souhaitable? Alors, est-ce que c'est souhaitable pour moi? Il faut vraiment vous poser tous cette question. Et est-ce que c'est souhaitable pour la personne qui me demande ça? Est-ce que c'est pas un truc pour tester ma fidélité, ma loyauté? Enfin, ces deux questions, est-ce que c'est possible et ne pas y aller dans seul élan, comme un seul homme, parce que c'est possible, parce que c'est un service qu'on me rend, qu'on me demande, qui n'est pas si loin de chez moi où j'habite, par exemple. Et puis ça suffit comme questionnement et j'y vais. Non, posez-vous toujours cette seconde question, est-ce que c'est souhaitable? Je vous laisse avec cette phrase magique et faites-en bon usage et à très bientôt parce que je vous annonce qu'on n'a pas du tout fait le tour du narcissisme, il concerne absolument tous les énéatypes.